Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Un rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité tirée sur le volet. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Daouda Simboro. On pourrait le qualifier d'ex-député. Il a 51 ans aujourd'hui. Il a quitté l'Assemblée nationale. Et bien entendu, on va parler en long et en large de ce départ du Parlement burkinabé, mais aussi également de la suite de sa carrière politique. M. Simboro, bonsoir à vous. Oui, bonsoir Ismaël. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Je l'ai dit, on vous appelle comment finalement? Ex-député, honorable, finalement ça donne quoi? Quelques jours après votre départ de l'Assemblée. Il semble qu'ici on a été honorable, on le reste à vie parce que c'est inscrit dans les annales de l'histoire. C'est comme je vous le racontais avant qu'on monte sur le plateau, quand je suis allé annoncer ça à mes amis de la COSI. Avant même que je ne finisse la réunion, on a commencé à m'appeler ex-honorable. Donc, je leur ai demandé quand même de continuer à m'appeler honorable au moins jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Vous avez demandé donc un sursis. Un sursis, oui. Une décision difficile à prendre? Pas vraiment. Hein. La décision n'a pas été véritablement difficile à prendre. Parce que, je l'ai dit, depuis, en principe, le 31 janvier 2018, je devais quitter l'Assemblée nationale. Parce que dès que j'ai été élu en fin d'année 2015, j'ai demandé à mon employeur de me mettre en position de disponibilité pour juste 2 années. Et la disponibilité échéait au 31 janvier 2018. Donc je devais retourner normalement à cette période. C'est pour dire que j'étais psychologiquement préparé, malgré ce que j'ai découvert au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez outrepassé donc la disponibilité? Oui. Finalement, la conséquence, c'est quoi? Certaines informations même ont fait cas de votre licenciement dans votre banque. Oui, bon, ça c'était de la médisance parce que j'étais statutairement, et la Constitution en dispose, que lorsque vous êtes élu député à l'Assemblée nationale, votre employeur a l'obligation de vous libérer pour la période du mandat. Donc, faisant valoir cet article, mon employeur ne peut pas me licencier dans l'intervalle. Pour quelle raison? Je suis parti en disponibilité. Et je n'ai pas brûlé la période de disponibilité, puisque moi j'ai pris volontairement ma disponibilité pour une période de 2 ans. À l'issue des 2 ans, selon les statuts de la banque, le règlement intérieur de la banque, il me revenait simplement de prévenir 2 mois à l'avance mon employeur que je renouvelais ma disponibilité ou que je rejoignais la structure, la banque. Ce que j'ai fait, donc bien avant même, quelques jours après la création du groupe parlementaire, qui a fait tant de bruit. On en reparlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, vous êtes un homme qui se relance encore dans ses anciennes activités, qui repart dans ses anciens amours sans doute. C'est ça, c'est ce que j'ai déclaré. En tout cas, je suis retourné à mes anciens amours. Je vais retourner à la banque, c'est ce que je sais faire et c'est ce que je fais depuis aujourd'hui, presque 20 ans. Changement de banque ou l'ancienne banque? Initialement, c'était prévu que je retourne à l'ancienne banque, mais comme je me préparais à partir, j'ai cherché des emplois dans d'autres banques. La Banque agricole? La Banque agricole du Faso, qui a bien voulu m'accueillir comme un des leurs. DGA? DGA, oui. Ok. Est-ce que ça n'a pas été un poste obtenu finalement politiquement parlant, parce qu'on vous disait très proche de ce régime-là, avec la crise que l'UPC a connue sous votre impulsion sans doute? Bon, il faut détacher les choses, hein, parce que si je vous traduis tout de suite quelques lignes de mon CV, je pense que vous ne me donnerez pas un poste de DGA. Parce que j'ai fini mes études bancaires en 1998. Et immédiatement, quand je suis rentré, j'ai intégré une banque. J'ai quitté le prestigieux ministère des Finances, où j'avais une très bonne position. J'étais administrateur des services financiers. Et ceux ceux qui étaient en même temps avec moi aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui occupe un poste de second plan. Donc vous avez préféré quitter la fonction publique? J'ai préféré quitter la fonction publique avec tous les avantages pour aller faire ce que j'ai choisi de faire, la banque. Quand je suis rentré à la banque, je suis rentré en position de staff. Je n'ai jamais été un employé au niveau du bas de l'échelle. Donc, normalement, après 20 ans de carrière, je pense que des gens que j'ai accueillis et formés, aujourd'hui sont déjà dans d'autres banques.
Et c'est des années plus tard que moi, je me retrouve DGA. Je ne vois pas vraiment où est-ce qu'il Appel à faut... candidature ou un recrutement taillé sur mesure? Non, j'ai soumis un CV qui a été apprécié, examiné par un comité mis en place à cet effet. Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire s'il y a eu d'autres candidatures ou pas. Tout ce que moi je sais, c'est que moi j'ai soumis un CV. Et puis bon, j'ai attendu longtemps. Après, on m'a fait, Vous on n'avez m'a bénéficié signifié. d'aucune faveur politique par rapport à ce poste-là? Je n'ai pas demandé et je ne pense pas en avoir bénéficié. Mais qui vous a informé qu'il y avait un poste vacant au niveau de DGA, au niveau de cette banque agricole? Mais je n'ai pas fait que la demande au niveau de la banque agricole. L'actuel DG de la BCP peut vous le témoigner. Je suis allé m'entretenir avec lui pour lui dire mon intention de revenir. Et lui-même, quand il a été désigné, c'était mon collaborateur dans le dernier service que j'ai dirigé avant d'aller à l'Assemblée nationale. Donc, j'étais sur le point de revenir avec ou sans poste à ce niveau hiérarchique-là, parce que je voulais me libérer seulement de mon mandat de député pour honorer, comme je l'ai dit, les engagements que j'ai pris. Donc, mais ça paraît tout de même un peu bizarre cette explication-là. Comment vous êtes arrivé à être DGA? Vous êtes allé juste parce déposer que je votre suis un dossier? ancien banquier avec... Oui, vous êtes allé déposer votre dossier et on vous a dit de venir comme DGA et puis non, c'est bon. ça n'a pas été aussi simple que ça. Oui. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Le CV, je l'ai déposé peut-être, c'est peut-être 4-5 mois après que j'ai pu intégrer la banque. Lorsque les banques se créent et qu'ils ont des ambitions assez grandes, je pense que les recrutements qu'ils font, ils ciblent les personnes pour les recruter. Ils ne vont pas lancer, peut-être pour tous les postes, ils ne vont pas lancer des postes et des tests pour recruter les gens. Parce que quand je sais qu'au niveau de la Banque agricole, le directeur général actuel, c'est quelqu'un qui a fait la BACB et EcoBank, qui devait être, je crois, à la retraite qu'on a rappelé pour venir lancer la banque. Les collaborateurs dont il s'est entouré, c'est tous. Les principaux sont venus d'autres banques. Donc, étant aussi avec l'expérience que j'ai, le CV que j'ai soumis, j'ai occupé j'ai fait toutes les directions de la banque chez mon ancien employeur. Donc, je pense qu'ils ont jugé Donc, sur cette base. tout porte à croire que vous êtes bien parti pour être le DG, puisque tel que vous décrivez la situation de votre actuel DG, il est presque à la sortie. Ben, je ne connais pas exactement les termes de son contrat, mais pour l'instant, moi, j'ai bien voulu accepter le poste de DGA. Si d'aventure, je pouvais accéder au poste de DG, je ne ferais pas fi d'une envie de réaliser cette ambition-là. Mieux payé ou moins payé qu'à l'Assemblée nationale? Pour l'instant, je ne gagne pas au change de beaucoup, mais c'est légèrement mieux payé, mais presque... parce que quand j'étais à l'Assemblée, ce que je dois dire, c'est que avant d'aller du moins à l'Assemblée, à la banque où j'étais nettement mieux payé qu'à On l'Assemblée. vous payait à combien? Je ne peux pas vous dire. Non, c'est important de dire parce que avant d'aller à l'Assemblée nationale, parce que on connaît tout le monde connaît le salaire du député, tout ça, je pense qu'il y a une convention collective au niveau des banques qui a été adoptée qui fixe les rémunérations suivant les différentes catégories. Je ne sais pas, peut-être on pourrait rapprocher la situation que je vais vous déclarer de la situation de beaucoup d'autres collègues et je ne sais pas s'ils apprécieraient. Oui, mais c'est toujours important que l'opinion sache d'où vous venez et tout ça, parce que à tout moment, c'est le même débat qui se mène. J'ai même dit ça à un de vos confrères, qu'ils peuvent chercher les éléments de vérification pour rapprocher mon ancienne situation de ma situation de député et rapprocher également peut-être ma situation de député à ma situation de DGA. Si vous avez des contacts au niveau de la banque, les négociations, peut-être les échanges que nous avons eus, en aucun moment n'ont porté sur la rémunération salariale parce que ce n'était pas ce qui était prioritaire pour moi. La priorité était peut-être que j'avais la ferme intention de quitter l'Assemblée et peut-être de trouver un poste où j'allais m'occuper pour quand même nourrir ma petite famille et puis peut-être... Donc vous quittez l'Assemblée démunie alors? Je me suis appauvri à l'Assemblée et ça, il faut que je l'avoue. Ah bon? Oui. Parce que, concrètement, dites-nous, comment vous êtes appauvri à l'Assemblée? Concrètement, vous savez que quand on est agent de banque, vous bénéficiez de beaucoup de facilités. Tout comme à l'Assemblée aussi. En termes d'endettement. Oui. En termes d'endettement. À l'Assemblée, peut-être ce ne serait pas pareil parce que lorsque vous vous endettez au niveau du secteur bancaire, vous avez l'obligation de payer d'honorer vos engagements. Ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez des subventions, lorsque vous avez des aides, lorsque vous avez d'autres types d'appuis qui ne sont pas remboursables. Donc, c'est pour dire que lorsque j'ai quitté l'Assemblée en tant que banquier et comme tous les banquiers, j'ai exploité toutes les possibilités d'endettement, ce qui restait impassif, que je continuais d'honorer tout en étant à l'Assemblée nationale. Donc, et lorsque vous êtes député,
comme les populations le disent, l'argent que vous avez c'est de l'argent populaire, c'est pour tout le monde. Et les électeurs se plaisent même à vous dire, c'est nous qui t'avons élu, donc il faut nous écouter, il faut régler nos problèmes. On a même l'impression que vous avez un sentiment de regret, hein, parce que le titre de député, c'est bien beau et tout ça, mais apparemment, derrière, ce n'est pas la joie. Mais moi, pour moi, ça a été un sacerdoce. Parce que j'ai commencé à me rapprocher et à œuvrer pour les populations, par exemple, de la COSI, avant d'être député. Parce qu'avant mes premières œuvres en direction de la jeunesse au niveau de la COSI sont intervenues autour des années 2010-2011. Parce qu'il faut dire que je m'étais un peu éloigné de la COSI en suivant mon père qui était fonctionnaire dans les villes et villages du Burkina. Et c'est moi-même à partir de 2008 que j'ai décidé de repartir. J'ai quitté là-bas à l'âge de 10 ans. Et quand je suis reparti, j'ai essayé quand même de me rapprocher de la jeunesse. Et j'ai vu que le quartier, le secteur 5 où je suis né, n'avait pas changé en près d'une trentaine d'années. Et je me suis dit, j'ai ma pierre à apporter à l'édifice. C'est ainsi que j'ai commencé. Donc, dire que le fait d'être député peut-être était un fardeau lourd à porter, moi je ne l'ai pas perçu ainsi. Parce que le peu de ressources que j'avais déjà en travaillant à la banque et en faisant d'autres activités comme de petites études par-ci par-là qui me permettaient d'avoir d'arrondir quand même les angles, je dédiais déjà à ce moment-là une partie de ces ressources-là à l'accompagnement de la jeunesse. Si vous devez quantifier, vous avez investi combien pour être député finalement? Pour être député, sur la période de campagne à la pré-campagne, je n'ai pas misé moins de 35 millions. Moins de 35 millions. Y compris peut-être les 10 millions que le parti a donné et pour lequel vous avez suivi. Pour que Daouda Simboro soit député, il a fallu presque 45 millions de francs CFA. Non, 35 millions, y compris la contribution du parti. C'est-à-dire 25 millions plus 10 millions du parti. Ouais. Alors c'est énorme tout de même. C'est énorme parce que simplement c'est une province qui est vaste. La province compte 280 villages et 7 secteurs. Donc ne serait-ce que pour l'implantation du parti, il ne faut pas aller une seule fois, il faut aller peut-être une, deux, trois fois avant d'avoir une structure, un comité de base. Et le minimum que vous engagez comme charge pour mettre en place un comité de base, par exemple, je me rappelle que le parti à un moment donné avait fait un calcul où ils allouaient 5 000 francs par village. Si vous faites ça déjà, ça fait 1 435 000 pour les 287 villages et secteurs. Si vous repartez 2-3 fois, vous voyez ce que ça vous donne. Et vous ne partez jamais les mains vides. Et dès que vous partez, vous positionnez pour demander leur accompagnement, il y a les doléances qui commencent. Avec la jeunesse, à travers par exemple, les équipements sportifs, les maillots, les ballons, avec tous les premiers responsables que vous approchez, et chacun peut-être s'attend bien sûr et vous informe des activités qu'ils ont à faire. Mais bon, tout ça n'est vraiment pas un problème. Mais c'est un problème parce que les citoyens qui nous regardent actuellement vont se dire mais la politique ce n'est pas pour les pauvres. Mais il ne faut pas dépenser autant quand même pour être un député. Tout le monde n'a pas besoin de dépenser autant, ça dépend de l'environnement. Mais la plupart des personnes que nous avons reçues disent toujours la même chose. Il y en a même qui ont dit qu'ils ont vendu leur véhicule, les parcelles pour pouvoir finalement être député. Apparemment, ce n'est pas du tout simple. Non, c'est pas du tout simple, j'en conviens. Vous aussi, vous avez dû vous endetter ou vendre des biens pour pouvoir finalement avoir ces 25 millions pour la campagne? Non, je n'ai pas vendu. Bon, ce que j'ai vendu, c'est mon sésame que j'avais. Et en entrant en campagne, j'avais pris une quarantaine de tonnes de sésame que j'avais gardé. Et tout l'argent récolté a été investi dans la campagne? Jusqu'au dernier centime. Alors finalement, est-ce que 4 ans plus tard, vous avez recouvré au moins l'argent investi dans la campagne pour être député? Je me suis abstenu de faire ce calcul parce que ça me donnerait peut-être des nuits blanches et ça diminuerait ma propension à m'investir davantage pour ma province. Mais c'est tout de même regrettable, non? Quand on en arrive à autant d'argent pour pouvoir finalement avoir un poste électif au Burkina. L'idée n'était... Bon, le poste électif, moi, je l'ai compris en premier lieu comme un tremplin pour pouvoir apporter peut-être un meilleur accompagnement aux populations. Je ne l'ai pas investi en attendant un retour sur investissement, un retour du moins financier ou matériel sur investissement. C'est le tremplin que je cherchais. Parce qu'il faut reconnaître qu'au moment où je me lançais aux côtés de Zéphirin Diabré à l'UPC, on avait peut-être les certitudes que ce monsieur-là serait peut-être président du FASO. Et au regard de l'évolution des choses, des contestations peut-être qui ont suivi, et les velléités de changement de l'article 37 de notre Constitution, et on avait pensé qu'il pourrait accéder à la magistrature suprême, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Et si nous l'avions accompagné efficacement, il était de bon ton qu'on attende un regard
et peut-être sur la localité dans laquelle nous évoluons. Voilà, c'est la motivation. Élu député, chaque fois quand vous partez au village, ce sont des problèmes à n'en pas finir. Mais quand vous appelez ça... Est-ce qu'on vient même vous poser des problèmes élémentaires au niveau des citoyens à la base? Vous avez plus à régler des questions qui sont relatives aux problèmes élémentaires des citoyens que les questions communautaires. La plus grande anecdote que vous avez à raconter de votre vie de député, c'est laquelle? Non, mais vous voyez, en réalité, déjà, avant d'arriver peut-être à une anecdote, c'est de vous dire que moi, je n'ai pas perçu ma position comme source de difficulté. Parce que je me suis souvent surpris à être utile pour 2000 francs. Imaginez quand quelqu'un vient chez vous le matin très tôt, vous le voyez avec un visage décomposé, vous sentez qu'il est dans les difficultés. Ça veut dire que psychologiquement, vous avez l'impression que c'est un gros problème qu'il va vous soumettre. Parfois, c'est comme je l'ai dit, ça peut faire office d'anecdote. Et à chaque fois, une queue devant la porte quand vous repartez? Bon, non, pas à chaque fois, mais... Mais la plupart du temps, très souvent quand même... Non, les gens viennent vous saluer. Mais ce n'est pas innocent, ces salutations. Mais moi, je ne peux pas présumer de leurs intentions, mais des fois, la plupart du temps, il y en a qui expliquent clairement leurs attentes. Il y a des associations qui viennent en groupe et qui vous disent « Nous avons telle association, si vous avez la possibilité de nous accompagner, nous comptons sur vous. » Ils ne demandent pas quelque chose de spécifique. Mais il faut savoir que vers chez nous, les gens quand même sont assez... Même s'ils attendent quand même de l'aide, ils sont assez dignes. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas, s'ils sentent qu'ils vous emmerdent, non, ça, ils ne le font pas. Moi, je ne l'ai pas senti ainsi. Oui. Mais dans tous les cas, ça a toujours été un plaisir pour moi de partager ce que j'ai. Ils vous le diront. Je fais la cuisine moi-même quand je pars à Nouna. Et tous ceux qui sont là, au moment où je fais la cuisine, nous mangeons ensemble. Dans le même plat. Un esprit de famille, oui. Oui. Je peux peut-être entendre des soucis de quelqu'un d'autre qui n'est même pas dans le groupe. Si je sais que je peux lui apporter quelque chose, de façon discrète, je fais ce que j'ai à faire sans que ceux-là qui en ont parlé même Vous est-il arrivé par exemple une fois de prendre vos indemnités de session ou de fin du mois à l'Assemblée et puis tout distribuer pratiquement? J'ai dit hier à quelqu'un que s'il pouvait approcher des gens à la COSI pour évaluer ce que j'ai fait pendant mes 4 ans de passage et qu'on mensualisait cela, ça ne couvrait pas mes indemnités. Et où vous trouvez le reste de l'argent finalement pour le compléter? Mais justement, j'ai des épargnes. C'est ce qui vous a permis de tenir pendant ces 4 années. Oui, et c'est pourquoi je voulais m'en aller au bout de 2 ans pour continuer à chercher, pour être libre d'en chercher plus. Parce que voyez-vous, il y a des positions, quand vous les occupez, si vous allez vers quelqu'un, c'est comme un trafic d'influence, c'est comme une incitation, par exemple, à des pratiques qui pourraient s'apparenter. Le favoritisme, des pratiques illicites. Oui. Donc, la position du député complique un peu cela. Mais lorsque vous travaillez normalement, vous avez votre temps, vous pouvez affecter ça, par exemple, à la recherche, à la fructification d'autres ressources. Alors, donc, vous en avez plein aux as apparemment? Je rends grâce à Dieu, je ne suis pas vraiment très démuni, je ne suis pas démuni non plus. S'il plaît à Dieu, je ne dormirai pas dans la rue. Ça, au moins, c'est une évidence. Non, ça, je ne dormirai pas dans la rue. Sans fausse modestie. Oui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, mais je ne dirais pas que je suis plein aux as. Alors, je reviens encore une fois plus sur l'anecdote, ou une ou deux anecdotes que vous avez connues. Parce que souvent, il y a des choses que vous avez vécues. Si on vous disait qu'en tant que député, vous allez vivre cela, vous allez vous dire non, c'est pas possible. Même avant d'être député, je me rappelle une fois, je partais dans un village qu'on appelle Kaki, parce que j'avais offert du matériel de sono et d'éclairage à la mosquée. Et quand on allait, la voie n'est pas dégagée. Nous sommes tombés en panne, j'avais une Toyota Corolla et le bras s'est cassé, donc on ne pouvait pas avancer. Nous avons attendu là-bas et jusqu'au soir, on était à peut-être 1 kilomètre de Kaki. On est parti dire à notre hôte que nous sommes en panne. Monsieur, il a préparé du riz du village, je ne sais pas où ça a été cultivé, ce qui est sûr, ce n'est pas du riz importé que nous avons l'habitude de manger. J'avoue que pendant qu'on attendait, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis venu chercher là? Je causais, franchement, l'air un peu détaché, mais je vous assure que lorsque je me suis lavé les mains, j'ai mis une poignée de riz à la bouche, je l'ai avalé, mais il est resté ici, tellement... Et là, j'ai réalisé la condition des gens.
Il a fallu un camarade qui était à côté, qui a senti ça, puisque j'avais commencé pratiquement à larmoyer. Il m'a donné rapidement un sachet d'eau que j'ai utilisé pour pousser violemment mon riz. Et il me dit tranquillement en secouant la tête que tu cherches le pouvoir, mais avant d'y arriver, ça ne va pas être simple, que c'est le quotidien des gens ainsi. Et c'est la triste réalité de votre C'est la triste réalité de oui. notre Burkina. Au-delà de cette anecdote, il y en a une autre. Bon, ça, c'était avant d'être député. Ça, c'était avant oui. d'être député. Mais de bon, ces 4 années, quand même, il y a eu un fait qui vous aura marqué sans doute. Oui, bon, mais voyez-vous... Ou c'est du moins, c'est tout le temps la même chose. Non, c'est pratiquement des situations comme ça, on en rigole et puis on passe. Mais ce que moi j'ai retenu le plus, c'est généralement quand je sens que je me suis rendu utile. Bon, il y a l'année dernière, par exemple, j'ai organisé un tournoi que je fais régulièrement. Tournoi de football Oui, j'ai un tournoi intercommune. Okay. Voilà, les 10 communes de la province compétissent et puis on fait la finale. Et lors de la finale, on a une fête. On profite faire des activités, des dons. Il y a par exemple le CMA de Nouna. Il y a l'association des femmes qui s'occupent de la salubrité, qu'on récompense, quoi, je veux dire. Parce qu'on va ce jour-là, on donne une prise en charge pour tous ceux qui sont aux urgences pour ce jour. Et puis les femmes qui s'occupent de la salubrité au CMA, on s'en occupe. Et on fait des dons aussi à la police, à la gendarmerie. Et le soir, on fait le tournoi. Et en même temps, nous avons un prix, comment dirais-je, un prix d'excellence que nous ajoutons au tournoi de football. Et quand nous avons délivré les prix, il y avait des ordinateurs et des tablettes. Quand on a fini, on était assis à la maison. Il y a un parent d'élève que je ne connaissais pas, je ne connais pas son enfant, qui aurait été peut-être bénéficiaire d'un prix, oui, qui a demandé à me voir. Je l'ai reçu et dans ses remerciements, dans sa considération, franchement, j'ai compris que j'avais fait quelque chose de très âgé ou quelqu'un, ce parent d'élève, il était d'un âge avancé? Et presque du mien. Mais bon, quand je le regarde, je savais qu'on n'était pas de la même génération. Non, la génération, si. Oui. Bon, je me gêne de parler de conditions sociales, quoi. Je me gêne de parler de conditions sociales, mais j'ai été ému et je suis resté peut-être tranquille pendant un bon moment. Donc, je l'ai remercié aussi et quand il est parti, j'ai appelé l'organisateur principal, Bagayoko Mathias. Je lui ai dit, nous avons créé un problème. Ce que nous avons fait cette année et qui a marqué des gens qui se déplacent jusqu'à venir nous remercier, il faut les rééditer. Désormais, nous ne pouvons pas faire moins. Donc, vous voyez, c'est des situations qui vous emportent de plus en plus haut dans votre engagement et dans votre investissement sur tous les plans. Voilà qui est suffisamment clair. Revenons donc sur l'aspect politique. Vous avez dit 25 millions que vous-même vous avez mobilisé, l'UPC 10 millions. Ça m'intéresse particulièrement. Est-ce que vous avez remboursé les 10 millions du parti depuis que la crise a commencé? Non, je n'ai pas besoin de rembourser les 10 millions. Puisque vous avez été qualifié de traître, de celui qui a voulu détruire l'UPC, notamment à travers cette création de groupe parlementaire. C'était le point de vue des gens que je comprends parfaitement. C'est des points de vue qui ont été émis et parfois suscités. Moi, je comprends parfaitement ce point de vue. Mais j'ai opposé quelque chose aux gens de l'UPC qui me répétaient ça. L'UPC avait des candidats dans 45 provinces du Burkina. Mais au finish, nous n'avons remporté de sièges que dans 28 provinces sur les 45. Est-ce que les 17 autres provinces qui ont reçu de l'argent et qui n'ont pas pu avoir un poste électif ont remboursé cette mise? Mais votre cas, il est particulier quand même. Il n'est pas particulier parce que les 10 millions, je ne les ai pas reçus parce qu'on voulait que je sois député. C'était simplement parce que quelqu'un voulait être président. Ah bon? Mais bien sûr. Donc vous avez profité de cette candidature à la présidence pour être député au moins? Mais j'ai fourni des voix. Quand on me remboursera ces voix, mais je pourrais rembourser les 10 millions. Donc vous n'avez rien à rembourser à l'UPC? Je n'ai rien à rembourser. J'ai travaillé pour l'UPC. J'ai mis mes véhicules à disposition. Et j'ai fait campagne avec le nom de quelqu'un et le livre de quelqu'un dont je faisais la promotion. On a eu des voix. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que je suis redevable. Par rapport au mandat. Si vous êtes sûr de vous autant, vous aurez pu partir sans la bannière de l'UPC? Bien sûr que j'aurais pu partir sans la bannière de l'UPC. C'est des risques qu'on prend et c'est les dispositions, c'est les textes qui commandent qu'en son temps, il fallait partir, puisque j'ai essayé de faire une première tentative en 2012 et sous cette même bannière.
On n'était pas en désaccord, il n'y avait pas de raison que j'aille sous une bannière d'indépendant. Mais aujourd'hui, et pendant qu'on en parle, moi, ça ne me gênerait absolument pas de partir sous une autre bannière ou sous la bannière d'indépendant. Voilà. Donc Mais je dis, vous devez beaucoup à l'UPC. je n'ai jamais nié que je dois quelque chose parce que j'ai toujours reconnu que j'ai été élu sous la bannière de l'UPC. L'UPC aussi me doit, en ce que dans les 28% que le candidat de l'UPC a engrangé lors des présidentielles, j'ai ma contribution et cette contribution n'est pas remboursable. Et vous Pourquoi lui avez dit à plusieurs reprises au président du parti? Il ne me l'a pas demandé explicitement, mais ceux qui se sont adressés à moi en termes de contribution de 10 millions, moi j'ai mis deux fois et demi et 3 fois plus, le montant. J'aimerais vous entendre, quand la création de l'UPC aidé a vu le jour, est-ce que vous avez pu rencontrer Zéphirin Diabré pour lui en parler avant que ce ne soit fait? Avant que ce ne soit fait, en fait, les gens essayent d'étouffer l'évolution historique de la situation. Hein. Étouffé? Oui, nous avons été en journée parlementaire à Fada le 20 septembre. Nous avions 20 ou 22 septembre. Nous avions nos journées parlementaires à Fada. Bien avant les journées parlementaires, le climat était sérieusement tendu entre les députés du groupe unitaire des 33 députés de l'UPC. Parce qu'il y avait des suspicions, il y avait des listes noires, des comploteurs, et il était question que des gens se soient regroupés en vue de créer un groupe parlementaire. Il y avait des discussions. Moi, j'étais membre du G9, le groupe des 9, c'est-à-dire les vice-présidents, le président, plus le secrétaire général du CADIOGO et le président du groupe parlementaire. On se réunissait régulièrement au cabinet du président. Oui. En son temps, déjà, j'ai entendu parler de cette fameuse liste noire de gens qui seraient engagés dans un processus de complot. Donc vous faites partie sans doute? Non, je ne le savais pas, puisque j'étais président du groupe. Et à chaque fois qu'on parlait avec des termes peu glorieux pour les députés, je les défendais en ma qualité de président du groupe. Mais j'ai découvert que j'étais de la liste, peut-être un peu au bas de la liste, et certainement que j'ai été ajouté par la suite pour certains événements. Je l'ai découvert quand j'étais en vacances à Abidjan, au lendemain de l'élection de son Excellence Bala Sakandé au poste de président de l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, déjà à Fada, c'est pour dire qu'il y avait déjà les prémices de la crise. Il a été invité à régler la crise et qu'il ne l'a pas fait. Vous parlez du président du parti? Du président du parti. Oui. Quand le courrier confidentiel a publié, par exemple, ce fameux article, mais nous, ce fameux article, on en parlait dans les couloirs de l'UPC. Y a-t-il eu une réunion de crise entre vous et le président du parti sur cette crise interne-là au parti? Mais non, il n'y a pas eu cette réunion. Est-ce que vous avez fait des tentatives allant dans ce sens? Mais bien sûr, nous avons adressé des correspondances au président du parti. Lorsque nous avons été mis en cause par un journal, on lui a dit, mais écoute, il y avait des gens qui avaient des soupçons par rapport à l'origine de l'écrit. Oui. Donc moi, personnellement, quand je suis rentré d'Abidjan, avec les autres camarades qui étaient incriminés, on était au nombre de 9, plus de 9 nouveaux, parce que Palinfo avait déjà, et Élisée Kemdé avait déjà été cité dans un précédent article. Donc on s'est retrouvés, on dit, bon, dans cette situation, nous sommes des députés, nous appartenons à un parti. Lorsqu'il y a des votes, le parti ne se gêne pas de nous donner des consignes et nous oblige à les respecter. Palinfo a été blâmé pour n'avoir pas respecté une consigne, du reste qui n'a pas été totalement partagé par tout le monde. Élisée a été exclu pour n'avoir pas respecté ces mêmes consignes. Alors si nous sommes des députés et qu'on peut venir nous imposer un sens de vote, pourquoi on ne comprendrait pas que lorsque nous sommes mis en cause, que le parti se mette en avant, soit pour nous défendre, soit pour quand même donner sa position et sa lecture de la situation et nous proposer un schéma, par exemple, d'aplanissement de cette situation. Mais la réponse à notre lettre, ça dit que c'est divinatoire. Le parti s'est contenté de dire, bon, c'est un journal qui a pion sur rue, qui vous incrimine, c'est pas nous, courez dans les villages, faites votre mea culpa aux populations, faites ceci, faites cela. Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de la bonne foi dans la gestion de cette crise? Il n'y avait pas de la bonne foi et c'était flagrant parce que le président du parti refusait même de nous recevoir collectivement. Et systématiquement, vous vous êtes dit c'est la fin? Plusieurs fois, je lui ai adressé des SMS, dont une fois même, j'avais le cadavre de mon oncle dans mon véhicule. Je cherchais même à l'informer simplement que je m'absentais de Ouaga, mais il ne me parlait pas. Même quand j'ai réussi à lui envoyer un message, même dernier me donnait un mot de condoléance, il ne l'a pas fait. Et finalement, comment vous avez apprécié cet esprit-là, finalement, dans la gestion de ce parti? Mais justement, dans la gestion c'est tout ça moi personnellement, qui m'a conforté à dire que c'était difficile, tant qu'on ne réglait pas la situation, c'était difficile d'avancer. Dans un groupe où vous êtes 33, vous vous asseyez,
Il y a un bloc qui vous regarde comme des comploteurs. Il y a un autre, vous constituez un bloc à part. Vous regardez les autres comme étant les instruments pour vous atteindre. Le climat n'était pas du tout supportable. Donc, tant que ça a évolué, dans mon message, quand on était à FADA, lors des journées parlementaires, j'ai adressé une partie qui était adressée au président. Je lui ai dit, le député de UPC vaut mieux que ce qu'il est, comme de la manière dont on le considère. Ah oui. Et oui, je le lui ai dit. Je le lui ai dit. Et quelle a été J'ai sa échangé. réponse? Il n'a pas voulu venir au lieu des journées parlementaires tant qu'il n'aura pas vu mon message parce qu'il pensait que j'allais m'en prendre à lui dedans. Des gens sont intervenus pour me demander d'aller dans sa chambre d'hôtel pour lui montrer mon discours avant qu'il ne vienne. Dans sa chambre d'hôtel? Je suis parti dans sa chambre d'hôtel. Il m'a dit que lui, il a un statut qui ne lui permet pas de se rabaisser au niveau pour discuter avec de simples députés. J'ai dit bien, moi, ce que je sais, je suis un député. Je n'ai pas la carrure ni le niveau qu'il a, mais je sais que je compte chez moi. Donc, en temps opportun, peut-être qu'on aura besoin de moi, de moi là, et on pourra discuter. On est partis ensemble, j'ai prononcé mon discours. Mon discours a été, ça dit que ce que j'ai dit, bon, c'était comme si c'était du vent. Et j'ai précisé qu'en l'absence d'une solution, j'en tirerai les conséquences. C'était comme des menaces finalement? Si vous voulez, on peut prendre ça comme ça. Parce que j'étais menacé aussi. Est-ce que ce n'était pas trop osé? Ou menacé à quel niveau? Qui vous a menacé? Non. Mais si moi, je suis dans une situation, oui, et au regard des correspondances que nous avons échangées, oui, c'est comme si j'étais laissé à moi-même et j'avais le sentiment que le parti n'était pas étranger à la situation. Vous pensez que le parti a aimé cette situation? Le parti... Ce n'est pas aimer, oui, je ne parle pas d'aimer. Ou le parti a contribué à ce que cette situation arrive? Qu'est-ce que vous penserez, vous, Ismaël, si vous entendez, on parle d'un projet, par exemple, de complot, ou de nom de certains de vos camarades ressortent, et que, curieusement, quelques jours plus tard, il y a une correspondance, et enfin un article qui sort dans la presse et qui dit que ce serait inspiré d'un document qui circule à l'intérieur d'un parti. Vous penserez quoi? Il ne vous viendrait pas à l'esprit de penser que quelque part, il est possible que... Mais qui aurait pu manigancer cela contre vous au sein du parti? Qui finalement? Est-ce que vous avez... Contre vous, quand vous dites vous pensez à moi? Vous qui êtes de l'UPC-RD ou vous qui avez créé finalement le groupe RD? Je vous ai dit qu'il y avait... L'article citait une dizaine de députés. Ce n'est pas que moi seul. Mais je veux dire votre groupe de députés, justement. Mais justement, c'est ce qui a fait... C'est pour comprendre tout ça et puis se faire une opinion que ce groupe-là s'est rapproché. Alors, vous avez dit quelque chose qui risque de marquer l'opinion. Vous avez dit qu'on vous a traité de simples députés. Est-ce que vous pensez que le président Zéphirin Diabré est capable de traiter un député de la sorte? Vous l'aurez voulu demander s'il n'a pas dit ça. Moi, je peux prouver ce que j'ai dit. Et depuis là, vous vous êtes dit, il n'a pas compris? Moi, je peux prouver un élément sonore de ce que je dis. Élément sonore, vous avez enregistré tout ce qui a été dit? Moi, je peux vous le prouver. Ce que je dis, je n'avance rien au hasard. Et depuis là, vous vous êtes dit finalement, vous n'avez plus rien à faire avec l'UPC ou quoi? Non. Le 4 octobre 2017, oui, à 16h, nous étions dans le bureau du président du parti, avec le colonel Laurent Charles Ouattara, avec la députée Kadi Zongo et le député Oudago Boula. Nous sommes allés dire au président, en attendant qu'il puisse prendre les dispositions pour ramener la sérénité au sein du grand groupe, nous, on a décidé de nous mettre à côté en créant un groupe parlementaire. Et il a 2 leviers entre les mains. C'est à lui de voir comment il va les utiliser. Et quelle a été sa réponse? Sa réponse a été violente. Violente. Il manquait de considération et d'humilité. Donc, violente, c'est un peu trop osé. Non, violente, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, c'est de parler avec éclat en disant, voilà, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez aucun droit, vous ne pouvez, c'est ceci, c'est pas réglementaire, personne ne vous a autorisé. Bon, on a parlé... Vous pensez avoir été infantilisé à un moment donné dans la gestion de cette crise-là? Oui, bien sûr. Même après le 4 octobre, où on est parti lui dire notre intention de créer le groupe parlementaire et de l'avoir fait, nous avons été là-bas encore le 28 octobre, 28 ou le 29 octobre, je pense que ça doit être le 28 octobre si ça tombe samedi. On était en ce moment 7 ou 8 députés. Nous avons été reçus à son cabinet, il nous a alignés comme des élèves, puis ils se sont mis sur une table à côté à 3, assistés de Nicolas Da et puis... je crois de son nom Amadou, les deux députés, le président du groupe qui m'a remplacé, plus un député. Ben voilà, vous êtes venu me voir. Bon, c'est dit qu'en vous donnant la parole, c'est comme si vous étiez venu pour
supplier pour une sorte de rédemption. Ce que nous avons pris la précaution de recadrer et de dire que nous sommes... Ah oui, nous n'avons... donc ce jour, ça n'a pas été facile du tout. Non, pas du tout. On a même, quelqu'un même a proposé qu'on fasse une photo à la fin de la rencontre. Et j'ai personnellement refusé et j'ai demandé aux députés qui m'accompagnaient ce jour-là de sortir sans... On ne fera aucune photo. Dès ce jour-là, vous avez compris que c'était fini, c'était la rupture. Mais avec la violence qui a été organisée à notre rencontre, on n'avait pas véritablement l'espoir. Et c'est moi qui ai repris langue avec le président du parti après les violences là. C'est pas après la rencontre du 29. Hein. Vous avez entendu au moins qu'ils sont venus chez moi et qu'on a cassé mes fenêtres, on a traumatisé les gens de ma maison, qu'ils sont allés chez le député Corbego et on a violenté jusqu'à arracher son portail. On est parti chez le député Lagui Koulibaly et ainsi de suite. Vous avez appris ça au moins. Et après tout ça, vous avez repris langue Après tout ça, c'est moi-même qui ai adressé une correspondance au président pour dire on a l'impression que les violences se tassent. Est-ce qu'on peut discuter? Et il vous a répondu toujours en Mais disant... c'est justement à cette réunion du 29 octobre là. Bon, au début, il disait que c'est tous les 13 ou rien. Lui, il ne marche pas avec les demi-groupes. J'ai dit bon, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à un moment donné, c'était devenu une bagarre entre vous, particulièrement Daouda Simboro et Zéphirin Diaby? Est-ce que finalement c'était ça? Bon, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression et je mesure qu'il m'en veuille beaucoup. Est-ce que vous avez eu peur qu'il ne vous détruise politiquement pour toujours? Il ne peut pas me détruire politiquement pour toujours parce que politiquement, il ne retient pas mes ailes. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis certain. On a l'impression que vous dites Zéphirin ne peut rien contre vous finalement. Ben, il a vécu sous des gens qui auraient pu le détruire lui aussi. Qu'a-t-on fait de lui? Qu'a-t-on fait de lui? S'il a le pouvoir de me détruire et que c'est ma destruction pourrait lui porter bonheur, qu'il le fasse. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Si demain les mêmes conditions sont réunies, je le referai exactement pareil. Et ça, je l'ai dit. Vous êtes vu aujourd'hui comme le traître, celui-là à qui on a offert donc, le tapis rouge qui détruit la maison. Le traître qui est resté fidèle à ses convictions, oui, qu'il me voit ainsi. Moi, j'avance et je ne m'en soucie guère. Ceux-là qui ne sont pas traîtres, moi, je n'ai pas un contrat d'engagement éternel avec la tournure des événements, on a l'impression que vous vous dites « je ne suis pas redevable envers l'UPC finalement ». Je n'ai jamais dit ça, mais j'ai dit aussi on pourrait concevoir une situation dans laquelle nous sommes mutuellement redevables. Pourquoi vous n'envisagez pas la situation comme ça? Mais c'est lui qui a créé. Le parti, c'est lui qui l'a créé. Il a créé le parti et il nous a déjà dit en une circonstance qu'il n'a pas créé son parti pour avoir des députés, mais qu'il a créé son parti pour être président. Il vous a déjà dit ça. Il nous a dit ça au siège de l'UPC. Alors, il a ses ambitions. C'est bon. Nous avons nos ambitions. Chacun travaille à réaliser ses ambitions. Peut-être que c'est la mutualisation, la mise en commun de l'ensemble de ces ambitions-là qui aurait pu lui permettre d'être président du Faso. Est-ce que vous avez un reproche particulier à l'endroit des Zéphirin Diaby? C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas allé au-delà de ce que nous avons déclaré lorsque nous avons lancé le groupe. On a dit qu'il y a des dysfonctionnements internes qu'il faut s'atteler à aplanir. C'est tout ce qu'on a dit. Mais nous avons eu le sentiment que nous n'avions pas le droit de critiquer et d'émettre de réserve sur quelque chose qui le concerne. C'est ce sentiment-là, quand vous avez un certain âge, quand vous vous êtes engagé à un certain niveau, matériellement, financièrement, sur tous les plans, quand par exemple vous avez perdu des amis pour défendre quelqu'un et que... Vous avez perdu des amis? Oui, parce qu'à un moment donné, ça veut dire que vous savez, le problème ethnique du président n'est pas un secret pour quelqu'un. Moi, je l'ai défendu et je vous dis là où je sais encore où je l'ai défendu, devant deux amis qui jusqu'aujourd'hui ne me parlaient pas, jusqu'à ce qu'il y ait la crise, qu'ils m'appellent en rigolant pour me dire on t'avait dit quelque chose. Ah, ça c'est quand même grave. C'est quand même grave, mais moi je reste convaincu que ce n'est pas attaché à une ethnie, c'est peut-être le caractère d'une personne. Et ce caractère-là, moi j'avais voulu que la personne soigne ce caractère-là pour se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'il n'avait pas de leçons à apprendre de vous finalement sur la gestion du parti? S'il ne me l'a pas dit ouvertement, c'est tout comme. Puisque l'évolution et le traitement de notre situation a montré que bon, il faisait ce qu'il voulait au moment où il le voulait, c'est son droit. Il y a eu donc un procès, vous avez perdu le nom UPC-RD, vous avez fini par être RD. Là aussi, on pourrait dire que le parti a gagné sur vous. Déjà, à la création du groupe parlementaire, si vous avez l'occasion d'échanger avec mes camarades, moi, je n'étais pas pour qu'on baptise le parti avec le cycle de l'UPC. Parce que, j'ai dit, nous avons quelque chose, il y a déjà un groupe parlementaire UPC, ce n'était pas indispensable de le faire.
Moi, la décision enfin, la décision La que le juge de dénomination référé... UPC, la dénomination UPC-RD, donc ça ne vient pas de vous. Non, ça ne vient pas de moi. Quelle a été la proposition que Moi, vous ma avez formulée contribution, qui a c'est été RD. uniquement RD? Oui, UPC, là, c'est Ce sont les autres qui ont d'autres proposé personnes qui cela. l'ont proposé. Mhm. Oui. Sinon, moi, j'ai proposé simplement le Mais renouveau quand vous n'avez pas eu démocratique. raison, gain de cause au niveau de la justice, est-ce que cela vous a déçu? Vous êtes dit finalement, nous avons mené un combat que nous avons perdu. Et peut-être que les autres ont été déçus, mais moi, j'étais libéré. Libéré. Je ne voulais pas au départ. Et par la suite, je me suis rendu compte que on aurait pu faire ce que j'ai proposé. Alors, est-ce qu'avant votre démission de l'Assemblée nationale, vous avez encore envoyé un message ou tenté d'appeler Zéphirin Diabré? Après octobre, Oui. et après la dernière rencontre de fin octobre, Oui. non. Jusqu'à l'heure où on se parle, Jusqu'à l'heure où on se parle, plus d'un an. je l'ai rencontré une, deux fois à des cérémonies, je l'ai juste salué. Même les familiarités, nous n'avons pas pu échanger. Donc, entre vous et Zéphirin Diabré, c'est bonjour, bonsoir, pas plus. Si nous sommes obligés. Et lui, il n'a fait aucune tentative pour venir vers vous pour tenter de trouver des solutions? Jamais. Jamais. Alors, on a vu un peu la tournure des événements. Vous avez été qualifié de traître, les injures sur les réseaux sociaux et tout ça. Comment vous avez vécu ça? Comment votre famille a vécu tous ces mésaventures politiques, on pourrait qualifier cela ainsi? Moi, je m'y attendais. Moi, je m'y attendais, puisque j'étais au courant, par exemple, du réseau social qui a été monté, et qui s'appelle d'ailleurs SINAC UPC, je ne sais pas, SINAC quelque chose, qui était là, qui était animé et financé par un député. Animé et financé par un député. Oui. Avec quel objectif finalement? Non, peut-être que même d'organiser, de coordonner l'organisation, par exemple, des actions contre nous, de maintenir la pression contre nous, et puis les agressions verbales et autres, c'était organisé. Personnellement, c'est comme je dis, quand j'avance suivant mes convictions, tout ce qui passe, tout ce qui passe là, ne me dérange pas. Mais maintenant, pour ma famille, mes amis, qui avaient du mal lorsque les violences verbales là s'accentuaient, ils avaient du mal à le supporter et c'était regrettable. C'était regrettable. Votre famille vous a dit à un moment donné d'abandonner la politique ou oui, les amis? Il y en a qui me l'ont dit, mes soeurs me l'ont dit, mes frères m'ont dit, mais est-ce que c'est la peine de vivre tout ça? J'ai dit, mais j'ai déjà commencé à vivre ça. Et moi, je ne suis pas du genre à baisser les bras devant ces situations-là. Si j'estime que je peux négocier, je peux discuter avec vous, on discute on discute en entité entière. Oui. Mais la menace, moi, je ne recule pas devant la menace. Surtout quand je suis convaincu que je suis dans mon bon droit. Est-ce que votre départ ne va pas fragiliser finalement le groupe parlementaire RD? Non, ça, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Est-ce que tout le monde a les mêmes convictions que vous? Est-ce que quand vous discutez en aparté, vous vous dites l'UPC, là, entre nous, l'UPC, c'est fini définitivement? Mais je ne sais pas si les autres membres du groupe disent qu'entre eux et l'UPC, c'est fini. Mais vous et l'UPC, c'est fini définitivement? Vous n'avez pas de raison d'avoir une langue de bois. Vous devez dire la vérité à ce peuple qui vous regarde. Le peuple me regarde. Et le peuple a envie de savoir ce entre que... vous et l'UPC, est-ce que définitivement c'est fini? Non, c'est fini. Vous le dites, c'est fini. J'ai ma lettre de démission datée du 6 novembre. Je quitte l'UPC. Vous quittez l'UPC, vous atterrissez où? Non, pour l'instant, je n'atterris pas quelque part de précis. Parce que dans ce sens, je suis, comme je l'ai dit à des gens, je suis dans la réflexion. Et la réflexion, c'est de faire quelque chose de très grand. Oui. Parce que aujourd'hui, je suis rentré en politique. Et j'avais l'ambition d'accompagner quelqu'un pour apporter un changement au niveau du Faso. Est-ce que vous êtes déçu de Zéphirin Diabré? Je peux dire que je suis déçu de lui. Déçu en quoi exactement? Sa manière de gouverner et sa manière de rater certaines occasions. Zéphirin avait la possibilité d'être bel et bien président du Faso. D'abord, à la faveur de l'insurrection, il devait prendre ses responsabilités et de façon courageuse devenir le président de la transition parce que c'était un peu son œuvre, c'était sa marque de fabrique. Il ne devait pas céder le pouvoir. Mais c'est qu'il y a la cupidité de vouloir 5 ans plutôt que de se contenter d'une année dont il aurait pu négocier le prolongement. Moi, ça, sincèrement, je n'ai jamais accepté ça. Ah, vous pensez qu'il est cupide? Et pourquoi, si vous choisissez entre 5 et 1, et vous choisissez 5 et vous perdez, c'est quoi? On peut appeler ça comment? Certainement qu'il va vous répondre, il ne va pas l'apprécier du tout. Ça, bien sûr, ce n'est pas un problème, j'en ai l'habitude. En démissionnant de l'UPC, est-ce que vous avez mûri profondément la réflexion? L'UPC n'est pas indispensable à la suite de ma carrière. C'est clair et net. C'est clair. Alors, Daouda Simboro, dites-nous, aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution de la situation,
Est-ce que vous dites que l'UPC a un avenir ou pas un avenir avec une telle manière de gérer le parti? Ça va devenir un parti banal comme tant d'autres. C'est ce que vous souhaitez ou ce sera la réalité? Ben vous regardez, déjà, si aujourd'hui, quand vous regardez les partis, les forces en présence, moi j'ai bien entendu qu'il n'y a que 3 baobabs, mais est-on vraiment sûr qu'il n'y a que 3 baobabs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres arbres de la forêt qui vont s'avérer plus solides et plus costauds que les 3 baobabs qu'on connaît? Est-ce que vous avez une coulée d'amertume aujourd'hui, depuis votre engagement à aujourd'hui, du début à la fin? Est-ce que vous vous dites, je me suis trompé à un moment donné de mon parcours politique? Non, je ne regrette pas. C'est comme je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de verser dans les regrets et les remords. Je me suis engagé. C'est moi-même qui suis allé voir le président du parti pour adhérer au parti et me proposer d'aller œuvrer dans la COSI. Je l'ai fait. Comme il fallait, sur deux objectifs, j'ai atteint un. Je voulais un président avec la contribution des populations de ma province et je voulais au moins un député dans ma province. Malheureusement, et ce n'était pas le seul fait de la COSI, nous n'avons pas eu le président, mais nous avons eu un député. Pour moi, c'est une satisfaction. Il n'y a pas de regret à avoir. Nous avons posé des problèmes dont nous avons souhaité la résolution. Ça n'a pas été pris comme nous l'entendions. C'est le droit aussi des personnes qui étaient habilitées à régler la question. Parce que quand on demande quelque chose, on a deux possibilités. Ou on l'a ou on ne l'a pas. Nous ne l'avons pas eu jusqu'à présent. Moi, j'ai aujourd'hui tiré les conséquences comme j'ai l'habitude de le faire, sans regret. Maintenant, si peut-être l'amertume dont vous parlez revenait à dire ça aurait pu être mieux, ça n'a pas été, c'est insuffisant. Et ça, ce n'est pas l'état qui caractérise l'amertume. L'amertume, c'est la situation dans laquelle vous restez plongé longtemps après n'avoir pas soit réalisé quelque chose ou n'avoir pas accompli un dessein. Moi, je ne suis pas à cette phase. Voilà qui est suffisamment clair. Dites-nous clairement aujourd'hui, est-ce que vous dites que vous démissionnez de l'UPC? Oui. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui vous ont contacté? Par les responsables directement, il y a des partis qui m'ont... Certains ont dit que c'est vous qui êtes à l'origine de la création du mouvement pour le Burkina du futur. À l'origine veut dire... C'est vous qui avez sécrété ce parti en entendant de quitter l'UPC pour finalement le rejoindre. Non, j'ai dit, je connais parfaitement l'histoire du MBF, en ce sens que le secrétaire général du MBF est un ami de longue date. Vous êtes proche? Nous sommes proches. Et ce n'est pas exclu que vous travaillez ensemble? On ne fait pas un parti par procuration. Parce qu'aujourd'hui, le secrétaire général, devant l'administration, le secrétaire général accomplit ce qu'il a accompli. Ça, on le sait. Voilà. Mais souvent, on le fait. Ça, c'est pour avoir les papiers. Mais oui. Après, dans l'ombre, c'est vous qui dirigez le parti. Dans l'ombre, je dirige avec quel statut? Je connais l'histoire du Donc, vous ne tirez pas les ficelles au niveau du MBF? De quelle façon? Je ne peux pas tirer les ficelles du MBF. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, l'ambition que j'ai va au-delà du MBF. Ah, vous voulez être candidat à la présidentielle? Je n'ai pas dit ça, M. Drago. Je n'ai pas dit que je voulais être candidat à la présidentielle, mais j'ai dit que l'ambition que j'ai va au-delà du MBF. Est-ce que le fauteuil de la présidence vous dépasse? Quelle présidence? La présidence du Faso? Oui. Mais dépasser comment? Quand vous dites que vous n'avez pas dit que vous êtes candidat à la présidentielle. La Constitution dit que si vous êtes un citoyen burkinabé qui remplit les conditions d'âge, vous pouvez prétendre à la présidence et je remplis ces conditions. Est-ce que souvent, quand vous dormez la nuit, vous vous dites, moi aussi je peux être président du Faso un jour? Je n'ai jamais pensé. Ça vous a effleuré l'esprit à plusieurs reprises d'être candidat à la présidentielle? Non, pour l'instant, je ne chéris pas cette ambition-là. Pourquoi? Non, parce que je pense qu'il faut capitaliser une certaine expérience, avoir certaines capacités qui vont au-delà des capacités intellectuelles, oui. Et pour toucher les capacités matérielles, de relations, les capacités financières, les capacités du moins essayer de réunir une masse critique, par exemple, de moyens et de relations. Donc vous n'avez pas cette machine politique pour prétendre être à la présidence du Faso? Non, le plus tôt possible? Non, je ne pense pas l'avoir pour l'instant. Je ne pense pas l'avoir pour l'instant. Alors, quand l'UPC-RD a vu le jour, certains ont dit que vous avez été consulté pour être ministre. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai jamais été consulté pour être ministre. Et ça n'a jamais fait partie du projet dans la création du renouveau démocratique. Est-ce que vous avez tenté de rencontrer le président du Faso, Roch Kaboré, depuis que le renouveau démocratique a vu le jour? Depuis que le renouveau démocratique a vu le jour, j'ai rencontré le président du Faso. Combien de fois? Plusieurs fois. Et vous êtes dit quoi? Ben justement, je suis parti voir le président du Faso pour lui parler souvent de la situation. Et je cherche à le voir encore pour lui parler de la situation sécuritaire. Alors vous êtes allé le voir pour dire que vous allez détruire l'UPC pour que le MPP demeure indéfiniment au pouvoir? On n'en a pas besoin, l'UPC s'est détruit toute seule. Le président Roch n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à l'UPC.
Parce que l'idée première, c'est l'UPC qui l'a suscité. L'UPC a refusé de régler une crise interne. Le règlement de cette crise interne aurait arrêté tout le processus de création de l'UPC-RD. Donc, ce n'est pas non plus le président Roch qui a demandé au président du parti de ne pas régler cette crise. Il en a eu l'occasion. Il a été alerté. Il était au courant de l'existence de la crise. S'il l'a laissé prospérer, peut-il en vouloir au président Roch? Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, on peut dire que Daouda Simouro fait partie des opposants de l'UPC au Burkina Faso? Les opposants de l'UPC, moi je m'oppose pas. Vous allez combattre l'UPC sur la base, sur le terrain? Oui. Mais bien sûr. Si je ne suis pas candidat, à partir du moment où je vous annonce que je démissionne de l'UPC, c'est clair que si je dois être candidat d'une autre formation ou en indépendant, ben si l'UPC est présent sur ce terrain, mais je ne vais pas dire non, puisque l'UPC est présent, moi je me retire. Maintenant que vous avez démissionné, quels seront vos rapports futurs avec Zéphirin Diabré? Je ne les présume pas. Je ne les présume pas, mais comme je l'ai dit, dans un autre organe, moi j'ai compris, on m'a dit qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Alors moi je ne dis jamais. Je dis bon, je ne vais pas dire il n'y aura jamais quelque chose. Est-ce que vous excluez éventuellement faire partie du groupe du MPP pour 2020 au niveau des candidatures dans la COSI? Non, je ne ferai pas partie du MPP. Mais vous ferez partie d'un parti de la mouvance présidentielle éventuellement? Non, ça, pour vous dire la vérité, ça je ne me suis pas encore déterminé. Parce que tout de suite, quand vous avez fait allusion au MBF que j'aurais suscité, oui. J'ai dit que le MBF, j'ai connaissance de la création du MBF. J'ai eu la primeur de découvrir les textes fondamentaux du MBF, le manifeste, le statut, le règlement intérieur. Tout comme, par exemple, pour l'URD d'Élysée Kemdé. J'ai travaillé sur les documents d'Élysée Kemdé. J'ai apprécié... Donc ce ne sont pas les partis politiques qui manquaient Non, pas du tout. Par exemple, aujourd'hui, on m'a dit que j'étais avec Kemdé. On m'a dit que je suis avec le MBF. Mais je choisirai en temps opportun, librement, puisque je démissionne de l'UPC, je choisirai le parti dans lequel je vais évoluer. Mais ce que je puis vous dire, c'est qu'il ne s'agira pas du MPP. Ça peut être l'URD, ça peut être le MBF. Oui. Ça, je ne l'exclus pas, c'est mon droit. À partir du moment où je ne suis plus dans aucun parti, c'est mon droit d'aller là où bon me semble. Mais je peux, si vous m'avez posé la question claire par rapport au MPP, c'est non. Maintenant, mouvance, majorité et mouvance ou opposition, pour l'instant, moi je reste fidèle à ma logique. Au lendemain des élections de 2015, on était un certain nombre de députés. Certains l'ont exprimé à l'Assemblée, à la réunion du bureau politique national. D'autres avaient partagé le même point de vue, mais ne l'ont peut-être pas déclaré de façon explicite. On a dit, on va être dans une position ambiguë. On va être écartelé si on va s'asseoir à l'opposition avec certains partis que nous avons combattus en 2014. Notre place indiquée, c'est avec ceux-là qui ont eu le pouvoir, c'est de constituer une bonne majorité, une majorité très confortable avec le MPP et ses alliés. Cette idée a été instrumentale. La raison pour laquelle beaucoup ont dit que si vous avez voulu être ministre, vous n'avez pas eu l'occasion d'être ministre. Mais nous étions 33 députés. Oui. Est-ce qu'on va nous donner 33 postes de ministre? Ça n'a aucun sens, c'est enfantin. Il y avait 33 députés et je n'étais pas ni le plus âgé, ni le plus capé, ni rien. Pourquoi le choix se serait porté sur moi? Je n'étais même pas dans les petits papiers du président du parti. Si d'aventure nous partions à la majorité, c'est lui qui choisirait les ministres. Donc vous pensez que l'UPC a raté le coche à ce niveau? Moi je crois que qu'on aurait pu changer les choses et même le visage du Burkina actuel si l'UPC s'était allié à la majorité actuelle. Dites-nous, pour 2020, vous pensez que qui a le meilleur profil selon vous? Déjà des candidats déclarés? Bon, moi déjà des candidats déclarés, je pense qu'il y en a 4 ou 5. Il y en a beaucoup en tout cas. Taïro Bari, Rochma Christian Kaboré, vous avez Gilbert Noël Ouedraogo. Oui. Mais Zéphirin, lui, il ne s'est pas encore déclaré, non? Pas encore en tout cas. Pas encore? Mais vous savez bien qu'il sera candidat. Est-ce que c'est la candidature de Zéphirin qui vous préoccupe apparemment? Non, moi je n'ai pas de problème avec la candidature de Zéphirin. Et si éventuellement Zéphirin devenait président en 2020? Mais moi je vivrai au Burkina Faso avec les droits du Burkinabé. Vous repartirez vers lui pour lui dire je me suis trompé, je vais être votre ministre? Pour chercher quoi? Non, je n'ai pas besoin de repartir vers lui. Mais si c'est lui, c'est à lui, connaissant connaissant peut-être ce que je vaux, si je suis appelé à servir mon pays, je vais répondre. Et je vais évaluer la situation et donner une réponse.
Si c'est lui qui est président, ce n'est pas un problème. Vous lui souhaitez Mais connaissant cela? le monsieur, Oui. mais le connaissant, c'est clair qu'on va, on va être transparent, on va poser les conditions avant. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est pour aller le servir de quelle façon? Comme ministre ou quoi? Vous ne savez pas que beaucoup de gens ont accompli leur vie sans avoir été ministre? Qui ont eu une vie véritablement épanouie et accomplie sans avoir été ministre? Pourquoi les gens pensent qu'il faut être ministre pour s'accomplir? C'est une erreur d'appréciation. Voilà, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous mettez au défi, Zéphirine Diabré, que vous serez député de la COSI au cours des élections législatives de 2020? Avec ou sans l'UPC? Avec ou sans l'UPC? Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà dit ça. Si je me présente dans la COSI, je passe. Peu importe la personne, peu importe l'argent qu'on va investir. Peu importe, non, c'est pas peu importe l'argent. Je dis, si je me présente dans la COSI, je passe. Et c'est un défi pour vous que d'être réélu député en 2020? Non, je n'en fais pas une obsession, loin de là. Ça, je n'en fais pas une obsession. C'est pourquoi j'ai dit si je me présente. Donc, je n'en fais pas une obsession. Non, je n'en fais pas une obsession. Véritablement. Mais si d'aventure je décidais de le faire, je ferai ce qu'il faut pour passer. Voilà qui est clair et on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. C'est allé très vite avec l'ex-député Daouda Simbori. Il veut encore se faire appeler député jusqu'à la fin de l'année. C'est son vœu le plus cher. Oui. Il repart donc dans ses anciens amours à la Banque agricole du Faso comme directeur général adjoint. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Burkina et de nous réserver l'exclusivité depuis votre départ. Non seulement vous avez quitté l'Assemblée, et c'est une exclusivité Burkina Info, vous l'avez dit, vous démissionnez également de l'UPC. Voilà. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous.